Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, Bonjour. donc bonjour Monsieur le directeur, Bonjour. bonjour Pierre, bonjour Bénédicte, bonjour à tous. Comme d'habitude, voilà, le webinaire démarre comme d'habitude pile à l'heure. Vous savez comment ça fonctionne. Si vous voulez poser des questions, Bénédicte, est-ce que vous pouvez expliquer pour ceux qui ne connaissent pas encore le webinaire? Alors sur le côté à droite, vous avez un petit onglet avec un point d'interrogation. Vous appuyez dessus, vous pouvez poser votre question, on les reçoit en direct. Moi, j'essaye d'y répondre au maximum en direct. Et puis, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on y répondra par mail. Ou sinon, vous avez également la foire aux questions sur notre site internet. Bon, d'abord, merci Monsieur le Directeur, parce que de participer à ce webinaire avec les pharmaciens, en plus un week-end de Pentecôte, donc merci pour le temps que vous consacrez aux pharmaciens. Et Merci pour l'invitation, Monsieur Bonnefond. je voulais dire en introduction, je voulais parler de choses dont on ne parle jamais, c'est-à-dire les trains qui arrivent à l'heure. Ça intéresse jamais personne, mais je me suis souvenu de la première réunion que nous avions eue au tout début de la crise, et l'inquiétude de l'USPO était de savoir si vous alliez pouvoir, sans difficulté, assurer la continuité des paiements, à la fois bien sûr pour les assurés, pour toutes les prestations, mais également pour les pharmaciens qui font l'avance de frais. Et on avait évoqué la possibilité, en cas d'incident, de déclencher rapidement des avances, comme on sait le faire quand il y a un gros incident. Eh bien, il n'y en a pas eu. Et il n'y a pas eu de retard dans les paiements. Et donc, bravo, parce que dans les conditions de travail dans lesquelles vous êtes, en télétravail avec des équipes assez nombreuses, c'était pas évident de réussir ce challenge, à la fois pour les assurés, mais également pour tous les professionnels qui font l'avance. Également, d'avoir réussi à prolonger les droits des personnes qui arrivaient en fin de droit, comme la C2S ou d'autres comme les ALD, dont là aussi ça a été assez fluide. Bon, bien sûr, il y a toujours eu des petits incidents, mais franchement, le boulot a été fait et les conditions n'étaient pas faciles. Et puis la charge de travail qu'il a fallu que vous assumiez, parce qu'il a fallu que vous inventiez de nouvelles choses à mettre en place très rapidement, le suivi des Covid, la mise en place des aides pour les professionnels de santé pour la perte d'activité. Tout ça s'est fait dans des délais extrêmement contraints, avec des équipes qui n'étaient pas sur site. Et donc, il a fallu travailler à distance. En tout cas, voilà, moi, je voulais dire à tous les pharmaciens, merci pour ce travail, parce que voilà, ça nous a beaucoup aidé et ça n'a pas rajouté de la difficulté aux difficultés. L'autre point, ouais. Merci, juste d'un mot quand même. Je ne suis pas déçu d'avoir accepté votre invitation, mais c'est vrai que c'était un très gros challenge. Il y avait une part d'inconnu quand on entre tous dans la crise avec des collaborateurs. On est 65 000 au sein de l'assurance maladie, vis-à-vis desquels on a pris, nous, le parti de répondre à ce qui était forcément leur souhait. Et puis, c'était aussi la consigne du gouvernement qui était de les basculer en télétravail, mais avec une double obligation derrière qui était d'assurer nos missions, parce que c'est bien de télétravailler, mais il faut pouvoir évidemment faire que le système de santé continue à tourner. Donc je crois en effet qu'on y est parvenu. On a fait des arbitrages sur nos missions. Il y a des choses qu'on a complètement arrêtées, mais en revanche, ça, il fallait évidemment le sanctuariser. Et puis, vous l'avez dit, mais ça a été une succession de sprints en fait pour nous, être à l'écoute des professionnels pour pouvoir adapter presque en temps réel nos réglementations, nos systèmes de tarification et de facturation. Comme vous le savez, on a eu assurance maladie et syndicats officinaux représentant les pharmaciens, une réunion toutes les semaines, tout au long de la crise, pour pouvoir faire le point presque en temps réel des sujets. Je l'ai fait avec beaucoup de professions et ça nous a permis, je crois, non pas de tout faire bien, parce que je pense qu'il y a eu évidemment des choses qui n'ont pas bien marché, mais globalement d'essayer de répondre en tout cas à ce qu'étaient les exigences de la situation. Donc voilà, merci donc, monsieur le directeur. Donc ça, c'était bien parce que c'était une inquiétude puisque l'avance de frais avec les trésoreries, ça allait être extrêmement compliqué. Nous avons mis en place avec une évolution de la réglementation pour quelque chose qui était très important, qui était la continuité des soins.
c'est-à-dire assurer la continuité des soins pendant cette période pour des patients qui n'avaient pas accès à leur médecin de façon simple. Donc des dérogations, comme on l'a dit, très importantes, hein, c'est-à-dire la possibilité de renouveler des traitements avec des ordonnances expirées, des ordonnances qui limitent à 28 jours, de pouvoir les prolonger pendant plusieurs mois, et également les traitements substitutifs aux opiacés, des stupéfiants, donc des choses sur lesquelles il y a une attention particulière. Eh bien, la profession a fait le travail. En tout cas, nous, le retour que l'on a à la fois des patients et à la fois des pharmaciens, c'est qu'on a rassuré la population chronique, les personnes âgées qui avaient besoin de leur traitement tous les mois, sans qu'il y ait une surconsommation de médicaments, ce qui aurait pu arriver en opportunité, ou de sous-consommation de médicaments, de chroniques, parce que le système n'avait pas fonctionné. Et quand on voit les statistiques, vos chiffres, on s'aperçoit que voilà, sur la période, en éliminant les premiers jours où il y a eu des événements de sur et après de sous d'utilisation du système, ensuite on voit bien que dans la continuité, ça a assez bien fonctionné. Est-ce que vous avez le même retour au niveau de vos caisses, au niveau des chiffres et au niveau des retours patients? De toute façon, je crois qu'on a eu, cette décision qui a été prise par le ministère et nous, elle était indispensable parce qu'il y a eu une réelle angoisse de la part des patients à l'entrée dans la crise, avec la crainte de sortir. Et on a vu pour le coup une chute des consultations médicales qui a été spectaculaire. Donc, avoir en plus de cette chute des consultations médicales des risques de rupture sur le bon suivi des traitements chroniques aurait été juste une catastrophe sanitaire. Donc, je pense que c'était la bonne réponse. Elle vous a beaucoup mobilisé deuxième quinzaine de mars, puisque vous avez fait face à un afflux absolument considérable de patients venant renouveler leur traitement par anticipation. Mais je pense que c'était la bonne décision. Ensuite, ce qui nous a surtout frappé en fait en réalité, c'est non pas tant une difficulté sur justement ce que vous soulignez, c'est-à-dire le bon suivi des traitements chroniques, mais un mot, même si on s'écarte de ce qu'est le cœur de métier de l'officine, ce qui nous a beaucoup frappé dans le cours de ces 2 mois de confinement, ça a été au-delà de la baisse très forte des consultations médicales, des écarts aux soins assez préoccupants, notamment sur tout ce qui est dépistage. Et ça, c'est, je trouve, un des éléments sur lesquels il sera important de faire des études ex post pour voir si on a ou pas, et jusqu'où, parce que je crains que ce ne soit le cas, des impacts sanitaires, entre guillemets, secondaires sur des pertes de chance, des retards de prise en charge. Je pense notamment, évidemment, au dépistage du cancer. Bon, ça fait quand même partie de la crise dans la crise. Celle-ci était peut-être moins spectaculaire que le Covid, mais j'espère qu'elle ne sera pas trop importante. Alors après, juste sur le renouvellement des prescriptions périmées, c'était important de le faire. Après, comme on se l'est dit, vous et moi, dans nos échanges réguliers, évidemment, ceci aura un temps, parce qu'il faut à un moment donné revenir à un fonctionnement normal où les ordonnances sont renouvelées dans le cadre de consultations médicales qui par ailleurs, servent une stratégie de bon suivi, entre guillemets, par les médecins traitants de leurs patients chroniques. Ouais. Alors justement, pour information pour tous les pharmaciens, le renouvellement des ordonnances qui sont expirées s'arrête le 11 juin. Donc 11 juin, c'est fini. Donc c'est vrai que les médecins ont repris leur activité au-delà de la consultation téléphonique. La seule exception, c'est les traitements substitutifs aux opiacés, où on continue jusqu'à la fin de l'état d'urgence, donc qui est au 10 juillet. Tout simplement parce qu'on savait que les médecins risquaient de ne pas pouvoir récupérer toute cette activité et l'absorber. Et on sait que les traitements substitutifs aux opiacés, c'est tous les 28 jours. Donc c'est un petit peu compliqué avec des patients qui peuvent très rapidement avoir une attitude vis-à-vis des professionnels qui peut être un petit peu tendue. Donc on voulait éviter de partir un petit peu de façon progressive. Mais ce que je retiens de cette période aussi, c'est que, bon, d'abord, les pharmaciens ont fait preuve de professionnalisme dans ces renouvellements de traitement, que ça a permis de faire quand même des relations entre les médecins et les pharmaciens, bien sûr, avec les infirmiers et l'hôpital, mais que ça préfigure, en fin de compte, le pharmacien correspondant. Ce qui est prévu dans l'avenant 19, c'est-à-dire de pouvoir, à un certain moment, confier
je dirais, le suivi du patient de façon régulière avec le pharmacien, avec bien sûr l'accord du médecin pour pouvoir justement prolonger les traitements, voire adapter les posologies pour faire un suivi beaucoup plus serré des patients chroniques. Donc, ça sera peut-être un des éléments qui nous permettra d'être sur l'après-Covid, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. En tout cas, le pharmacien correspondant, on l'avait anticipé avec l'avenant 19 qu'on avait signé au mois de novembre, si mes souvenirs sont bons. On était déjà sur, voilà, sans la crise de Covid, l'orientation était bonne. Juste, Monsieur Bonnefond, un petit mot dans notre échange. On reviendra peut-être effectivement sur l'exercice coordonné autour du patient, parce que l'exercice coordonné, c'est bien autour du patient qui se joue un peu plus tard dans nos échanges. Mais vous avez commencé en saluant ou en nous remerciant pour le fait d'avoir été au rendez-vous de la crise. J'aurais dû commencer par là, et votre remarque m'invite. Les pharmaciens, comme tous les acteurs du système de santé, mais les pharmaciens réellement ont été aussi au rendez-vous de la crise et dans des conditions, je le sais, qui n'ont pas été simples, avec un contact avec le public qui a certainement été un sujet de préoccupation au sein de vos équipes, et avec probablement une tentation que vous avez su écarter de resserrer, de restreindre, de fermer, de réduire les amplitudes. Et vous avez assuré tout au long de la crise cette présence et ce rôle de santé publique finalement, qui est celui de tout professionnel de santé. Voilà, vous ne l'auriez pas fait, ça aurait été une catastrophe. Bon, donc, mais vous l'avez fait. Voilà, et donc je voulais aussi vous le dire parce que bon, j'espère que cette crise, elle est en train de se résorber. Peut-être qu'elle on ne sait pas s'il y aura un rebond. Mais enfin, ce qu'on a vu quand même du système de santé français dans la période, avec des situations très différentes, selon qu'on parlait des hôpitaux, de la ville et des différentes professions, a quand même globalement montré que tout le monde avait été à la hauteur de l'enjeu. Ça a été vraiment le cas des pharmaciens et je voulais vous le dire ce matin. Merci, M. Agza. Alors, on a un sujet qui nous a beaucoup animé pendant cette crise, ça a été les fameux masques. Les masques, ça a été assez compliqué, assez erratique, avec une proposition que nous avions fait à Olivier Véran en commun avec l'ordre et l'autre syndicat, c'était de dire si vous avez des problèmes de logistique, vous savez que nous avons une logistique. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'était la pénurie. On peut être bon en logistique, mais bon en logistique avec une pénurie, c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, ça nous a permis d'avoir un lien avec les professionnels et d'échanger avec eux, parce que quand ils venaient chercher les masques, que ce soit des infirmiers, des médecins, etc., mais ça permettait de savoir un petit peu où on en était, même si c'était pas toujours très confortable et très facile. Donc, un point peut-être, Monsieur le Directeur, sur les masques, on a déjà mis en place la facturation pour les patients à risque, donc sur prescription médicale, les patients Covid et les patients contact Covid et les professionnels de santé selon la directive de la DGS qui change toutes les semaines et qui dit à la fois le nombre de masques, le type de masque et éventuellement l'élargissement à d'autres professionnels des libéraux qui viennent chercher des masques à la pharmacie. Donc un gros travail, mais bon voilà, je pense que de permettre la protection des professionnels de santé pendant un exercice qui était très compliqué pour eux, je pense que c'est un service que les pharmaciens ont rendu et qui était extrêmement utile parce que voilà, on a eu moins de libéraux qui sont tombés parce qu'ils ont eu accès à des masques par l'intermédiaire du réseau officinal. Et également, là aussi, je le dis parce que ça on l'oublie, c'est l'État qui a financé l'équipement des professionnels libéraux, ce qui n'était pas le cas habituellement. Mais en période de crise de Covid, il fallait absolument que ceux qui n'arrivaient pas à acheter des masques comme ils le faisaient d'habitude, comme professionnels, puissent en trouver et ne pas arrêter leur exercice, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas équipés. Donc, allez-y, monsieur D'accord. Allez, je vous en prie. Non, simplement,
Je pense que là, on aborde un sujet qui a été l'un des plus difficiles, délicats de la période. Parce que, comme vous l'avez dit, bien sûr que c'est l'État qui a fourni les masques, parce que si chacune et chacun avait dû s'approvisionner directement, rien ne se serait passé, puisque vous savez qu'il y a eu une tension mondiale sur l'accès à ces masques chirurgicaux et a fortiori FFP2, et avec évidemment une situation de tension peut-être certainement aggravée par le fait que nos stocks stratégiques s'étaient réduits au cours des derniers temps. Mais de toute façon, quand bien même ils auraient été plus importants, de toute façon, nous aurions eu des besoins bien plus considérables. Et donc, avec voilà, cette difficulté de pouvoir redéclencher des filières d'approvisionnement à partir d'un appareil de production dont vous savez qu'il a été massivement délocalisé en Asie du Sud-Est et en Chine. Bon, tout ça a été très compliqué, comme a été très compliqué le fait de devoir porter, et vous l'avez relayé et pris quelque part en étant un maillon essentiel de la distribution, des règles de contingentement qui ont évidemment été très mal comprises et mal vécues par les professionnels de santé qui auraient souhaité pouvoir avoir des quantités bien supérieures à ce qu'on pouvait mettre en distribution chaque semaine. Voilà. Le on étant d'ailleurs pas tant l'assurance maladie que les autorités sanitaires, mais je pense que nous ne l'aurions pas fait. Je pense que nous aurions été immanquablement dans une situation de rupture et donc de catastrophe sanitaire à un moment donné de la crise. Voilà. Donc il fallait être responsable, il fallait accepter de prendre entre guillemets un peu de tension. Je pense que vous avez été aux premières loges de réactions probablement difficiles de la part de certains professionnels de santé, ne comprenant pas pourquoi les quantités étaient celles-là. De la même manière que parfois certains pharmaciens ont eu des réactions que je peux tout à fait comprendre vis-à-vis, y compris de l'assurance maladie, puisqu'on vous relayait ces messages en vous demandant de respecter ces quantités. Bon, tout ça n'a pas été simple, mais je pense que c'était la seule solution si on voulait au moins sécuriser les soignants. Et donc là, en effet, vous avez encore une fois fait le job. Et donc, c'est important. Et quelque part, dans cette période-là, il fallait le faire. On n'avait pas le temps de faire autrement que par de la distribution directe. Maintenant, vous l'avez dit, on met en place un cadre qui va permettre de faire les choses d'un point de vue économique de manière plus, je dirais, voilà, normale, entre guillemets, avec une rémunération par la voie d'un honoraire, une traçabilité par de la facturation, parce qu'on s'inscrit certainement sur un temps long. Je ne sais pas si on va être dans la distribution gratuite des masques ad vitam aeternam, je ne pense pas, mais tant qu'on n'est pas sorti du Covid, et nul ne peut dire qu'on en est sorti aujourd'hui, je pense qu'il faut maintenant mettre en place une organisation plus claire et qui reconnaisse votre intervention. Donc là, donc on fera une circulaire mardi parce qu'il y a encore des petites précisions, mais rien de changé par rapport à ce qui avait été déjà annoncé, donc rien de nouveau. La seule petite nouveauté qu'il va y avoir, c'est que si le pharmacien n'arrive pas à avoir le numéro d'immatriculation du professionnel de santé, il y aura la possibilité de s'en sortir avec un numéro fictif. Mais bien évidemment, la règle, c'est bien sûr d'identifier le professionnel de santé. Ensuite, il y a bien sûr des masques, les fameux masques tissus. On sait que ces masques tissus font partie des alternatives pour éviter d'utiliser trop de masques chirurgicaux qui se jettent toutes les 4 heures, qui vont encombrer nos déchetteries de façon tout à fait trop importante. Et on sait également que la crise qui a été une crise sanitaire, mais qui va être une crise au niveau de la société, sur des pertes de revenus, des pertes d'emplois, une certaine précarité sur des familles qui étaient déjà dans des situations difficiles. Et on sait que les masques peuvent être une charge financière non négligeable dans le budget des familles. Donc, il y a des discussions en cours sur les bénéficiaires de la C2S et de l'AME pour voir comment on peut leur apporter un approvisionnement en masques financé par les pouvoirs publics et notamment, bien sûr, par l'intermédiaire de l'assurance maladie. Donc, on est en discussion. On n'a pas fini la discussion là-dessus parce que bon, il y a des problèmes de qualité de masque, des problèmes de rémunération, mais on sait qu'il va falloir qu'on aboutisse à un accord parce que ça va devenir pour ces familles-là absolument indispensable. Alors, je n'ai pas le calendrier, je sais qu'on va continuer les discussions
sur des points techniques. Ouais, il faut je pense qu'il faut, on en parle depuis quelques petites semaines, avec une intention des pouvoirs publics, vous l'avez rappelé, qui est de pouvoir rendre accessible, prise en charge par l'assurance maladie, ces masques dits grand public en tissu lavable X fois. Il faut qu'on puisse trouver les bons standards de qualité pour les publics qui sont aujourd'hui à la C2S et à l'AME. Et donc voilà, il faut qu'on puisse regarder d'une part si on peut bien, au moins dans un premier temps, fonctionner sur un stock État, puisque vous savez que l'État a acquis massivement ces masques. Et donc voilà, il considère que normalement, on devrait avoir une capacité à vous fournir, et j'espère dans des conditions de fluidité acceptables au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Et après, il y a effectivement des sujets sur lesquels il faut qu'on arrive à trouver le bon équilibre sur la juste question de votre rémunération. Et donc voilà, donc on a, je pense, vocation à essayer de trouver la voie de passage dans les prochains jours. Voilà, parce que je pense que ce dispositif a vocation à démarrer dès que possible. Alors juste là aussi une information, on a été alerté par le ministère de l'économie sur, théoriquement à partir du 2 juin, tous les producteurs doivent mettre la notice d'utilisation avec les règles de lavage et le nombre de lavages dans les masques, dans la pochette qui accompagne la dispensation des masques. Ce sera malheureusement prolongé jusqu'au 30 juin. C'est-à-dire que jusqu'au 30 juin, les producteurs auront la possibilité encore d'écouler leur stock sans qu'il y ait cette obligation de mettre la notice, et donc à la charge des pharmaciens de le faire et d'éditer voilà, la notice et les conditions d'utilisation qui sont obligatoires, qui doivent être affichées dans les officines pour que les personnes qui utilisent les masques l'utilisent de façon correcte, parce qu'on sait que c'est nouveau, hein, on n'est pas dans la culture des masques en France, et que c'est un geste barrière pas nouveau et important, mais pas le seul, puisque on sait que le lavage des mains reste un des plus importants de la distanciation sociale. Mais mal utiliser un masque, c'est se donner une fausse protection et qui peut au contraire même parfois aggraver la situation. Donc jusqu'au 30 juin, il va falloir que l'on continue à éditer nos petits papiers pour bien expliquer. Par contre, ce que j'ai demandé au ministère de l'économie, c'est que ce ne soit pas une dérogation qui retarde la mesure. C'est-à-dire que s'il y a des stocks, que les producteurs puissent les écouler, et que les nouveaux stocks soient conformes à la réglementation, que ce ne soit pas un décalage de mois. Et ensuite, un autre point qui nous pose souvent problème, notamment pour les masques chirurgicaux ou type chirurgicaux, c'est qu'on n'a pas, il faut qu'on demande les papiers douaniers, les équivalences, etc. Et donc on dit qu'il faudrait qu'à l'occasion d'une commande, le producteur ou l'importateur mette dans la commande les documents officiels que nous demandent les pouvoirs publics à justifier au moment d'un contrôle des GCCRF, que ce ne soit pas à la demande du pharmacien qu'on obtienne des papiers, au moins que ces papiers soient envoyés chaque fois que l'on passe une commande pour être sûr d'abord de la qualité des masques que l'on reçoit et également de pouvoir répondre aux questions à la fois des patients mais éventuellement des contrôles des GCCRF sur le type des masques. Donc, on va voir, je n'ai pas eu le retour, c'était vendredi soir très tard, on a eu ce mail, donc on verra mardi matin. Mais voilà, jusqu'au 30 juin. Alors ça, c'est ce que vous avez dit et évidemment concerne notamment et surtout les masques que vous dispensez entre guillemets ou vendez à partir d'approvisionnement propre. Sur les masques chirurgicaux pris en charge par la sécurité sociale, comme pour les masques grand public, ce que nous essayons de privilégier, mais on essaye de vérifier auprès du ministère que cette voie, cette piste fonctionnera bien, comme je vous le disais, dans les prochains mois, c'est d'avoir des approvisionnements État. Voilà, ce qui normalement, dans ma compréhension, limite pour cette partie-là du sujet, puisque après vous commercialisez, vous vendez des masques chirurgicaux et grand public par ailleurs, mais me semble-t-il limite, enfin en tout cas ne pose pas la même question que celle que vous avez abordée. Oui, c'est exact. Pierre. Moi, monsieur le directeur, je voulais échanger avec vous sur le soutien qu'avait mis en place l'assurance maladie, le soutien financier,
pour permettre aux différents professionnels de pharmaciens de maintenir le tissu pharmaceutique et de maintenir l'activité pharmaceutique sur tout le territoire. Vous nous avez permis de rentrer la perte d'activité qu'on aurait eue entre le 16 mars et le 30 avril, et à partir de mardi, nous allons pouvoir saisir sur Amélie le mois de mai. Cette aide a été mise en place rapidement parce que vous avez voulu que ce soit très très rapide dans la mise en place, mais par contre, peut-être il y aura eu quelques imperfections, peut-être il y aura eu quelques et à la fin des fins, il y aura des contrôles pour vérifier que ce que le pharmacien a touché était juste dans le montant et dans la proportion. Par contre, peut-être à ce moment-là, du regard que l'on va porter à la fin, est-ce que l'on ne pourrait pas regarder certaines situations qui étaient impossibles à modélisées quand on a monté le système d'indemnisation, mais qui vont être le cas de pharmaciens qui auront eu des produits très chers cette année qu'ils n'avaient pas eu avant, donc des produits qui auront gonflé le chiffre d'affaires, mais pas gonflé la marge, puisque vous savez que sur des produits chers, notre marge étant capée, elle est limitée, et qui du coup n'auront pas permis d'être le plus juste possible pour ces structures-là. Alors, c'était pas possible à modéliser, donc on l'a pas pu le faire, mais peut-être à la fin le regarder. Et puis aussi dans le soutien économique qui est aujourd'hui en négociation avec vous, monsieur le directeur, prendre en compte tout ce qui a été mis en place pour protéger les équipes durant le début de la crise, protéger les équipes, faire la désinfection, et puis aussi tenir compte de toute la délivrance des masques aux professionnels de santé qui a été faite avant que l'on puisse avoir cet honoraire de dispensation et cette traçabilité aux masques qui a quand même été sur au moins presque 2 mois quand même, où on a délivré. Alors au départ, c'était une dispensation qui était facile. On avait un ordre DGS qui était relativement simple. Puis avec le temps, ça s'est beaucoup complexifié jusqu'à devenir très très compliqué. Et voilà. Donc, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour tenir compte de tout cet engagement-là? Alors, bon, d'abord, je pense qu'il y a d'abord la question du dispositif de compensation des pertes d'activité qu'on nous avons souhaité effectivement mettre en place dès que la crise s'est avérée être effectivement une source voilà, de perturbation extrêmement forte. Alors à des degrés variables, je pense que la situation vécue par les pharmacies a été d'abord variable d'une pharmacie à l'autre, mais par rapport à d'autres professions quand même très différentes, quand on pense aux chirurgiens dentistes, à certaines spécialités médicales, aux masseurs kinésithérapeutes qui ont été quasiment mis à l'arrêt pendant 2 mois. Bref, il fallait mettre en place quelque chose qui a essayé de se caler sur à la fois vos réalités économiques et puis un fil rouge qui a été cette idée de contribuer à la couverture des charges, parce que je pense que c'était quand même le bon raisonnement s'appliquant à des professions libérales qui, à mon avis, s'inscrivent clairement dans une logique entrepreneuriale, et donc je pense que c'était la bonne réponse. Un petit chiffre quand même, parce que sur cette première période qui est allée de mi-mars à fin avril, je regardais là les derniers chiffres que nous avons enregistrés. Alors attendez, je mets mes lunettes pour ne pas me tromper. C'est un peu plus de quasiment 4650 officines qui ont déposé une demande pour un montant d'acompte entre guillemets versé d'un peu plus de 21 millions d'euros. Voilà. Voilà, donc on est, sachez-le, globalement sur l'ensemble du dispositif à 130 000 professionnels de santé qui ont déposé une demande, et on est sur un montant entre guillemets versé à ce jour sur cette première période qui a dépassé les 500 millions d'euros. Voilà. Alors, vous l'avez dit, c'est une première période, mi-mars, fin avril. On va rouvrir mardi prochain, effectivement, le dispositif pour la période du mois de mai. Et donc, chacun sera amené à nouveau à déposer une demande, sachant que pour la période mi-mars à fin avril, entre guillemets, il est toujours possible de nous faire des demandes, puisque jusqu'au 25 juin, nous accepterons des demandes sur la période mi-mars à fin avril. Et sur la période de mai, vous aurez la possibilité de nous faire une demande sur cette deuxième période jusqu'environ le 14 juillet. Voilà. Alors après, pour répondre à votre point plus précis des situations particulières liées à un case mix, entre guillemets, ou une part de produits à très fort, enfin un prix très élevé et marge
très réduite. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, je pense que c'est compliqué de rentrer profession par profession dans des subtilités qui vous soient propres, parce qu'on finit, on risque en tout cas de complexifier le dispositif a posteriori. Donc, par définition, je ne dis jamais non par principe, on va regarder s'il est possible de le prendre. Mais si vous voulez, chaque profession arrive avec des éléments de singularité qui correspondent à la situation particulière d'un petit nombre de professionnels au sein de chacune des professions, on se retrouve à la fin à gérer des éléments quand même très complexes. Donc on regardera ça par définition, mais je ne peux pas vous promettre qu'on le prendra. Et enfin, vous avez raison de dire qu'il y a eu des investissements par les officines en termes d'équipement de protection dès le début de la crise, et c'était d'ailleurs heureux et important que vous le fassiez. Je vous signale juste que nous avons ouvert un autre dispositif, l'assurance maladie, en direction de toutes les entreprises de petite taille ou de moyenne taille, qui ouvre la possibilité d'aides économiques venant, entre guillemets, rembourser ou financer ou participer au financement d'équipements de protection qui ont été réalisés depuis le début de la crise. Donc ça intervient rétroactivement et les pharmacies y sont tout à fait éligibles comme les autres entreprises. C'est au titre de notre mission risque professionnel que l'assurance maladie a mis en place ce dispositif, et donc on pourra d'ailleurs vous passer les éléments pour que vous puissiez les diffuser. Il y a un montant minimal d'équipement en termes de somme déboursée, mais voilà, ce sont des aides économiques qui sont intéressantes et importantes. Enfin, sur votre engagement sur notamment la distribution des masques aux professionnels de santé, je vous l'ai dit, on va nous réfléchir à la manière de non pas appliquer rétroactivement des honoraires qui vont intervenir à compter de maintenant, parce que ça, je pense que c'est très compliqué, et de pouvoir intégrer dans nos échanges sur des types de rémunération type PROSP, ce que pourrait être, je dirais, une prise en compte de ce qu'a été votre action avec les difficultés que je rappelais. C'est quelque chose auquel nous souhaitons travailler avec vous. Merci beaucoup. Dans le cadre de la reprise de la vie conventionnelle, donc déjà, moi, je voulais rappeler aux pharmaciens de demander aux caisses la reprise des CPL et des tenues des CPL et des CPR en visio pour faire vivre la vie conventionnelle. Et dans ce cadre-là, il y a eu plusieurs éléments qui sont apparus récemment, comme la dispensation adaptée qui vient de sortir au journal officiel. Donc ça, la première intervention pharmaceutique prise en compte et rémunérée. Cette dispensation adaptée a été signée avant la crise Covid, avant cette guerre contre le virus. Et cette dispensation adaptée, en fait, n'était que le prémisse de ce qu'on allait pouvoir faire et ce qu'on allait faire durant la crise Covid, avec en plaçant le pharmacien au cœur du bon usage du médicament, au cœur de la juste dispensation et du pharmacien correspondant. Cette ligne politique, c'était l'évolution, qui est aussi débuté avec l'évolution du mode de rémunération, a toujours été la ligne directive que l'USPO a partagée avec l'assurance maladie pour faire évoluer ce métier de pharmacien. Cette vision qu'on a partagée tous les deux a été confirmée par la crise Covid. Donc ça, c'était important, et c'est important que les pharmaciens prennent en charge et prennent en compte cette dispensation adaptée qui va être réellement un tournant et la première intervention pharmaceutique dans notre activité. Il va falloir aussi, monsieur le directeur, que l'on signe la ROSP générique. S'il n'y a pas de signature de la ROSP générique pour cette année, il n'y aura pas de ROSP. Donc, il faut que conventionnellement, on avance et que l'on signe sur cette ROSP, sur cet avenant générique pour cette année. Autre chose aussi qu'il va falloir qu'on mette rapidement sur la table, c'est la finalisation de l'accompagnement des patients sous chimiothérapie orale anticancéreuse. On a avancé, on est quasiment au bout. C'est important qu'on le finalise et qu'on puisse prendre en charge ces patients qui sont fragiles et qui ont besoin de cet accompagnement. Associé en plus aux télésoins qui en sont en train d'être… il y a eu un premier déblocage avec les télésoins. Ça ne veut pas dire qu'on est arrivé au bout du bout, il faut encore qu'on avance dessus. Et ces télésoins vont permettre aussi l'accompagnement des patients sous chimiothérapie orale
pour des patients qui, étant immunodéprimés, ne pourront peut-être pas sortir et pourront quand même avoir un respect des chances, une égalité des chances dans leur parcours. Également aussi, l'éco-DACT. On en a parlé à la dernière réunion que nous avons eue avec vous. L'éco-DACT pour les bilans de médication qui, vous savez, suite à une demande de la profession, ne seront plus payés sous forme de ROS, mais payés dans le flux des télétransmissions dès que le bilan sera fait. Donc, les CODACT doivent être à notre disposition, comme vous l'aviez dit, fin juin, début juillet, de façon à ce que l'on puisse tarifier ces bilans. Alors, il va falloir qu'on tarifie les bilans qui auront été faits en 2019, puis après les suivis en 2020. Donc, pour l'année qui va être là, il y aura peut-être 2 CODACT qui seront à facturer, étant donné qu'on n'aura pas pu faire 2019. Mais à partir de juillet, normalement, on devrait pouvoir rentrer dans cette facturation qui sera plus fluide pour nous et puis qui permettra aussi d'avoir un suivi du paiement ou du non-paiement du bilan réalisé pour chaque patient. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Bon, sur l'accompagnement des patients sous produits anticancéreux oraux, qu'on avait quasiment fini, à mes yeux, on a fini. En fait, on s'était, je pense, entendu sur les deux types d'accompagnement selon qu'on est sur des traitements au long cours ou des traitements plus ponctuels. Je pense que nous avions calé, si mon souvenir est exact, la valeur entre guillemets de ce que serait voilà, votre accompagnement. On a un petit sujet qu'il faut qu'on règle sur une partie exercice coordonné qui est aussi à vocation à s'intégrer dans cet accord. Et nous vous proposerons, en fait, là, dans les tout prochains jours, de pouvoir finaliser cet accord parce qu'il nous semble que il est mûr pour signature. Quelque part, on ne l'a pas fait parce que pendant toute cette période des 2 mois, on a tous été totalement absorbés par la crise, mais il n'y a aucune raison d'attendre davantage. De la même manière, vous avez raison de dire que l'avenant sur la ROSP générique 2020 doit être signé très rapidement. Et donc, de la même manière, première quinzaine de juin, nous vous proposerons un projet de texte pour pouvoir pérenniser ce dispositif. Et pour être très clair, nous entendons vous proposer quelque chose qui maintiendra l'économie à laquelle nous sommes arrivés, puisque vous savez que sur l'année 2019 payée en 2020, nous sommes arrivés à peu près à cette cible de 65, on est un peu au-dessus, mais on va rester dans cette économie générale-là. Voilà. Et donc après, il faudra qu'on réfléchisse ensuite à la suite sur cette ROSP générique, mais qui, je le dis très clairement, pour moi, a vocation à se maintenir sous une forme ou sous une autre. On verra comment on va la faire évoluer. Il est clair que l'évolution de l'article 66 qui s'est mise en place et qui se déploie, avec d'ailleurs un impact sur lequel on pouvait s'interroger, mais qui finalement s'est traduit par une baisse spectaculaire du taux de non substituables, puisqu'on est revenu maintenant à un peu plus de 3% de non substituables, alors qu'on était quasiment au double fin d'année 2019. Bon, tout ceci est un premier élément, donc il n'y a pas de baisse, je dirais, du marché du générique, ce qui, je pense, est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde. Deuxième élément, nous avons évidemment par le jeu même, le mécanisme même qui a été introduit, évidemment potentiellement une économie liée au générique qui va progressivement se réduire et disparaître. Mais ce faisant, je pense que c'est l'intérêt de tous que de maintenir la part du générique sur le marché parce que c'est très important pour pouvoir avoir une diversité d'accès aux molécules et puis ensuite voilà, un marché pharmaceutique qui permette d'éviter des situations monopolistiques sur des produits. Donc je pense qu'on restera, nous, attachés à maintenir, sous une forme ou sous une autre, des incitations permettant de maintenir la part du générique sur le marché des médicaments en France. Voilà. Donc ça, ROSP pour 2020, on va être dans la stabilité. Sur 2021, on conservera nos intentions, même s'il faudra certainement retravailler un petit peu le dispositif. Et puis pour le reste, vous avez eu raison de dire qu'il faut reprendre maintenant les réunions d'instances paritaires conventionnelles.
en présentiel et puis j'espère assez vite en visio et j'espère assez vite en présentiel, puisque le dialogue doit reprendre sous une forme un peu officielle. Juste deux ou trois remarques, monsieur le directeur. Bon, d'abord, là aussi, vous auriez pu prioriser d'autres points et vous n'avez pas retardé la mise en place des codes actes pour pouvoir facturer. Alors, ouais. Monsieur Bonnefond, juste un petit mot. Donc, on a effectivement eu à cœur de ne surtout pas prendre de retard sur la livraison des codes actes, sur les accompagnements et les bilans. C'est un vieux sujet que nous traitons ensemble depuis fort longtemps et on a, je pense, un attachement commun au fait que ces nouvelles missions puissent décoller ou redécoller. Donc moi, j'ai tout à fait admis le fait que les modalités de facturation puissent être à un moment donné, ou de paiement, et donc puissent être une limite et qu'il fallait lever en permettant de la facturation au fil de l'eau, entre guillemets. Donc on sera au rendez-vous et c'était important pour nous. Et donc les équipes qui télétravaillaient pendant la crise ont maintenu leur plan de charge pour ne surtout pas prendre de retard sur ces. Alors, une fois qu'on aura donc livré du coup fin juin, début juillet et qu'on repartira, notre souhait, je crois, partagé, c'est qu'on repart d'un bon pied. Voilà, et que du coup, ces BPM puissent atteindre, entre guillemets, les quantités, les nombres d'accompagnements sur lesquels nous avions construit, entre guillemets, notre ambition commune au moment de l'avenant de juillet 2017. Donc, il y a un petit rappel dont le télésoin peut permettre de faire quelques étapes. La première étape doit être faite en présentiel. La première est en présentiel, oui. Voilà. Et ensuite, les autres peuvent se faire par télésoin, donc ce qui peut faciliter certains entretiens, comme le rappelait Pierre, notamment sur les anticancéreux oraux, où parfois les patients peuvent être en difficulté. Mais et rattraper le retard de facturation, puisque là, tout est gelé, puisqu'on ne peut pas qu'il y ait deux systèmes de facturation de ce qui a été fait. Et je pense qu'on repartira de bon pied. Bien évidemment, monsieur le directeur, vous connaissez l'USPO, vivement qu'on puisse faire du diabète, puisque notre ami Gérard Raymond tient, il était un des invités du webinaire, tient à ce qu'on puisse faire avec lui l'accompagnement des patients diabétiques, puisque là c'est un gros volume. Je pense que ça aiderait à faire une masse de patients, parce que là on est parti sur des cibles, hein. On voit bien anticancéreux oraux, c'est à peu près 500 000 patients qui sont concernés, l'asthme c'est un petit peu plus, bien évidemment, mais voilà, les bilans de médication partagés que l'on peut faire aussi en EHPAD, puisque vous nous avez accordé l'expérimentation en EHPAD, et on voit qu'avec le Covid, les patients en EHPAD méritent une attention toute particulière, hein. On a vu que c'était compliqué, que ces patients qui sont très âgés, polymédiqués, nécessitent une surveillance particulière. Voilà. Donc, je pense qu'il faut qu'on en fasse une véritable stratégie. Et je crois que le mode de paiement facilité avec une type FSE avec un code acte va permettre d'éviter tous les déboires qu'on a connus à l'époque. Mais comme toujours, hein, on avançait, hein, on marchait, et c'était pas simple, bien évidemment, d'être parfait dès le démarrage. En tout cas, on verra, Monsieur Bonnefond. Moi, comme je l'ai dit, hein, moi vraiment, mon attente, mon souhait, mon espoir, c'est que voilà, dès lors que maintenant la question de la facturation et du rythme de rémunération étant normalement levée par cette évolution que nous avons portée ensemble, voilà, c'est qu'il y a vraiment un décollage et une appropriation de ces accompagnements. Moi, je n'ai pas d'inquiétude parce qu'on se souvient que sur les entretiens ABK, le réseau s'était quand même massivement engagé dans la démarche. Voilà, donc je suis convaincu qu'il y a une aspiration d'une très grande majorité d'officines à se réengager, maintenant que les conditions ont été améliorées. Mais pour revenir à votre remarque suite à vos échanges avec Gérard Raymond, pourquoi pas élargir encore davantage à d'autres pathologies, mais commençons déjà par faire décoller ce qui existe. Ça nous aidera évidemment ensuite à nous convaincre de la nécessité d'aller sur d'autres pathologies. Monsieur le directeur, je pense que la profession aurait aimé aussi avoir votre avis sur la première chose dont j'avais parlé, c'est-à-dire la dispensation adaptée et cette première intervention pharmaceutique qui a été créée.
Écoutez, pour le coup, c'est quelque chose que vous nous avez suggéré dans nos échanges en fin d'année dernière, et donc c'est quelque chose qui est assez novateur. Nous avons signé quelque chose qui effectivement s'inscrit sur une durée de 2 ans pour essayer de tester une forme d'accord où on rémunère vos interventions, et puis quelque chose où on est dans une forme de partage d'économie pour essayer d'être dans la juste dispensation des quantités strictement nécessaires à ce qu'est le besoin du patient sur évidemment c'est toujours important de le rappeler, sur des produits de santé sur lesquels on est sur des posologies qui évidemment doivent s'adapter aux ressentis et aux besoins du patient. Bon, je ne sais pas bien dire ce que va être en gros l'impact du Covid sur cette première année de dispensation adaptée. Ça va être, j'espère que ça ne va pas être trop chahuté parce que ce qu'on a vécu pendant 2 mois, on a mis le paracétamol dans la liste. On va voir un peu comment les choses se sont passées. Et moi, je crois beaucoup à ce type d'accord. On essaie de réconcilier un rationnel médical, une reconnaissance de ce qu'est votre rôle voilà, de professionnel de santé au comptoir, et puis d'essayer de tirer des possibilités de faire des économies intelligentes pour l'assurance maladie. Parce que j'en dis juste un petit mot, mais on voit bien que cette crise, elle va conduire à revisiter toute une série de sujets, notamment sur la régulation financière du système. On voit bien ce qui s'est passé dans la sphère hospitalière avec des approches par de la régulation des tarifs. Moi, je reste quand même convaincu que tout système de santé a besoin pour rester, je dirais, pleinement solidaire, maintenir un très haut niveau de protection et de remboursement. Il doit trouver à un moment donné un juste équilibre entre l'évolution de ses recettes et de ses dépenses. C'est pas un gros mot de dire que un système de santé qui s'habitue à être régulièrement déficitaire, c'est forcément un système qui va s'abîmer dans la durée. Voilà. Donc pour tenir ça, il faut, s'agissant des dépenses de santé, assumer à un moment donné d'aller chercher des économies, non pas sur des logiques comptables, je pense que chacun en revient progressivement, mais surtout sur des notions de pertinence et de juste soin. Et l'assurance maladie, elle est vraiment porteuse de cette philosophie d'action. Et donc, quand on essaye quand on peut avec une profession trouver des modèles d'intervention où, en l'espèce, vous êtes reconnu sur votre intervention pharmaceutique qui permet d'éviter de distribuer ou de délivrer une boîte de médicaments inutilement, je pense qu'on est gagnant collectivement. Donc, on va regarder maintenant comment les choses se passent. J'espère que l'année 2020 n'aura pas été trop heurtée. On verra ensuite comment 2021 se jouera. Mais si on pouvait faire vivre ce modèle, ce serait très bien. Il faut pouvoir... D'ailleurs, monsieur le directeur, on a vu pendant la crise la réaction des pharmaciens, notamment sur le paracétamol, sur le Doliprane. Le paracétamol, sur le Plaquenil, sur la nicotine. Chaque fois qu'il y a eu risque de mésusage, la profession elle-même a demandé aux autorités de prendre des mesures permettant d'éviter stockage inutile ou une utilisation détournée par rapport à l'autorisation du mise sur le marché. Et on a vu qu'immédiatement, la profession a été capable de faire passer le message à la population sans qu'il y ait, je dirais, de difficultés. Alors bien sûr, il y a toujours eu des patients qui posaient problème, mais ça a été vraiment une grande minorité, ce qui montre bien la confiance de la population vis-à-vis de cette profession. Quand le message peut être porté, il est écouté, il est entendu, il est compris et il est accepté par la population. Mais clairement, sur le paracétamol, on a évité, grâce à vous et grâce à cette mesure de régulation, une explosion des dispensations. Après, vous savez que dans notre accord, il faut réussir à atteindre un certain objectif de baisse. C'est là où je ne sais pas très bien si ces 2 mois où je ne suis pas sûr que les dispensations aient baissé, voilà, j'espère qu'on aura quelque chose qui permettra de faire fonctionner le dispositif proprement en 2020.
Juste pour revenir sur le générique, bien, merci Monsieur le Directeur de tenir l'engagement et au-delà de l'année de l'accord de 2020, de dire il faudra prolonger et trouver certainement d'autres équilibres, mais en tout cas, bien sûr, de maintenir. La seule petite alerte que voient les pharmaciens, je vous ai fait remonter des exemples d'ordonnances, on voit que l'article 66 a porté ses fruits et qu'immédiatement l'industrie pharmaceutique a essayé de le contourner en revenant sur un TFR qu'ils généralisent et qu'ils essaient de généraliser en faisant quelque chose qui est terrible, hein, c'est de revenir au droit des marques. C'est-à-dire de dire prescrivez mon princeps à tant de marques, puisque maintenant. Parce que c'est le même prix. Voilà. Et alors que la règle, c'est la prescription en décide. Donc on voit bien qu'ils sont en train de contourner, de revenir sur quelque chose qui était acquis depuis 15 ans, qui ne fonctionnait pas forcément toujours très bien, mais qui commençait, grâce à l'informatisation des cabinets médicaux, à devenir quelque chose de beaucoup plus systématique, la prescription en décide. Et là, on est en train de faire un pas qui nous ramène 15 ans en arrière. Faire attention. Et pour l'instant, quand même, on a un taux de substitution du générique qui a gagné 4 points, qui sont à peu près les mêmes 4 points qu'on a regagné sur le NS. Hein. Donc, je veux dire, on était à 83 et quelques, on est à 88, et c'est à peu près les 4 points qui correspondent au passage de 7 et quelques à 3 et quelques pour le NS. Donc, je ne pense pas que la place du générique en volume se soit réduite au cours des premiers mois de l'année. Donc pour l'instant, non, mais voilà, il ne faut pas que les laboratoires puissent. Non, mais nous, il faut notre attention. Vous voyez, je pense que si à la fin des fins, c'est ce que j'avais moi-même indiqué dans mes interventions sur le sujet, je pense que personne, en tout cas du côté des pouvoirs publics, n'a l'intention de voir, entre guillemets, la part du générique se réduire progressivement au fil de l'eau, parce que je pense que ce ne serait pas une bonne idée. Je pense qu'on a besoin d'avoir de l'innovation. On a besoin d'avoir des médicaments princeps qui viennent renouveler le répertoire et amener, je dirais, une amélioration du service médical rendu aux patients. C'est le principe même de l'arrivée des nouvelles molécules. Mais après 10 ans, évidemment, il faut pouvoir à un moment donné réguler le marché et permettre que ne se créent pas des rentes de situation, entre guillemets. C'est ça que le générique permet, ça a un avantage d'un point de vue économique, et puis en plus, ça diversifie les sources d'approvisionnement, et je pense que c'est important pour y compris l'accès aux médicaments. Donc on n'est pas du tout dans l'idée de se mettre en risque dans la durée. D'accord. Il y a un point sur lequel, vous savez que c'est une demande constante depuis presque 2 mois de l'USPO, c'est la demande d'indemnisation de dispensation à domicile. Nous l'avions mis d'ailleurs dans l'avenant que nous avons signé en juillet 2017. C'était déjà dans l'intention. Il y avait 2 points qui restaient, je dirais, qu'on avait posés, qui étaient à la fois la dispensation à domicile et la préparation des doses administrées, c'est-à-dire la préparation des semainiers. Et on avait dit, bon, on le pose et on verra à quel moment nous en discuterons et nous pourrons ouvrir la discussion pour essayer de trouver un accord. Donc, voilà, on sait qu'on a beaucoup délivré à domicile pendant cette période de Covid liée à la situation particulière des patients qui ne devaient pas sortir ou qui ne pouvaient pas sortir. Moi, je suis assez… quelque chose qui m'a marqué, que je n'avais pas perçu au début, c'est la peur. Certaines personnes ont peur du Covid et sont traumatisées par le Covid parce qu'elles ont une affection cardiaque, parce qu'elles ont un problème respiratoire. Et au début, on ne l'a pas perçu. On pensait qu'ils étaient confinés parce qu'ils suivaient des consignes. Et là, maintenant que le déconfinement est autorisé partiellement, on s'aperçoit que ces personnes continuent à ne pas sortir parce qu'elles ont vraiment une phobie du virus et qu'elles sont très inquiètes. Alors, ce n'est pas la majorité de la population, heureusement, mais il y a un traumatisme. Et donc, bon, voilà, je sais que, voilà, vous nous avez dit à la dernière réunion que ce sujet, vous l'aviez en tête, mais que pour vous, vous n'avez pas une situation de calendrier précis. Mais voilà, je sais que mes confrères l'attendent beaucoup parce que ça correspond à un besoin et ça correspond à un service et qui n'est pas lié à un service de confort, mais lié à une évolution qui est à la fois le vieillissement de la population, le handicap, la sortie hospitalière, où on a des cas comme ça, et ça correspond, je pense, à une évolution du métier et du service. Mais moi, encore une fois, on en a beaucoup parlé, Monsieur Bonnefond, ça je vous en donne acte, c'était un sujet permanent d'échange entre nous ces derniers mois.
à la faveur de la crise, hein, évidemment. Moi, je vous l'ai dit, je considérais que c'est un sujet sur lequel il faut prendre un minimum de temps pour le poser, parce que au-delà de la crise elle-même, comme vous venez de le dire, il s'inscrit certainement dans une perspective qui est que voilà, il y a du vieillissement, il y a des problématiques de mobilité qui fait que cette question correspond probablement à un besoin pérenne, donc à une intervention qui n'est pas propre au moment de la crise. Comme je vous l'ai dit, moi je ne sais pas si ça aurait été entre guillemets si évident que cela voilà, de venir poser par la voie réglementaire une intervention, une rémunération pour votre intervention à ce titre-là d'une dispensation à domicile. Ça n'aurait pas été dans le cadre conventionnel de toute façon, hein, puisque vous savez que tout ce que nous avons construit au cours des derniers mois, ça a eu, enfin, c'est concrétisé par la voie réglementaire. Bon. Donc moi, je vous ai dit très clairement que j'en faisais certainement un sujet de notre agenda conventionnel. Donc la réponse est que je n'écarte absolument pas ce sujet. Vous avez raison d'ailleurs de rappeler qu'on l'avait mis en pointillé de nos accords avenant 11 signés en juillet 2017. Donc moi, j'ai la mémoire de tout cela et donc je ne vous dis pas que ce sont des sujets illégitimes, bien au contraire. Mais il me semble qu'il faut pouvoir à un moment donné construire nos étapes de manière un peu ordonnée. Donc sur cette question qui est pour moi un vrai sujet au long cours des missions officinales, je pense qu'on doit évidemment inscrire ça à notre agenda pour 2021. Voilà, donc sujet à traiter en 2020 pour une mise en œuvre en 2021. Parfait, bon, ça va. Vous venez de dire le calendrier en direct. Merci, monsieur le directeur. Parfait. Sur l'évolution du mode de rémunération du pharmacien, tout ça est un petit peu, je dirais, acquis maintenant, puisque nous avons réalisé les différentes étapes, hein, puisque la dernière étape, c'était janvier 2020, avec une augmentation des honoraires indépendants des volumes, indépendants des prix, avec une réduction de marge. On voit que les résultats se passent bien, puisqu'il a même fallu réajuster. Partiellement, tellement bien que ça coinçait un petit peu, que ça allait au-delà des prévisions. Et bon, à l'occasion de cette négociation en novembre, vous avez accepté de mettre de l'argent en plus, hein, et pas de ramener au niveau de la négociation telle qu'elle avait été prévue au tout départ. Mais bon, la réforme est tellement importante, la réforme est tellement forte que, bien évidemment, il était difficile de caler au centime près ces évolutions. Donc, je voudrais rappeler aux pharmaciens que c'est 75 millions de plus que vous avez mis dans le panier et accepté et défendu, parce que ce n'était pas acquis pour tout le monde. Et donc, vous avez défendu l'accord conventionnel parce que c'était important. Et une réforme de mode de rémunération des pharmaciens, au moment où on va rentrer dans le Ségur, où il va y avoir un débat sur la rémunération et la pertinence des rémunérations de certains acteurs comme l'hôpital ou d'autres, on voit bien qu'il ne fallait pas que sur la rémunération des pharmaciens, il y ait un couac. Et donc, je pense que cette réforme aussi du mode de rémunération était déjà en anticipation de ce qui va être discuté dans le Ségur et qui a permis d'amortir la crise, et notamment ce qui s'est passé pendant le Covid. Est-ce que par rapport aux chiffres que vous avez, alors c'est vrai que le mois d'avril, le mois de mars, c'est pas très compliqué, bon, ça peut perturber toutes les statistiques, mais on voit bien que ça correspond à une stratégie comme la dispensation adaptée, d'évolution du métier de pharmacien. Écoutez, là-dessus, on se retrouve et on se rejoint, puisque nous avons signé ensemble ces différents accords, et que le bilan qu'on peut en tirer au bout des 2 premières années, on va voir ce que sera la troisième, l'année 2020, indique très clairement, de manière absolument incontestable, le fait qu'il y a eu un avant-après sur l'évolution des rémunérations conventionnelles. Voilà. Et avec ce que nous avions voulu, un double objectif. Le premier, c'est de faire évoluer structurellement le mode de rémunération et de vous délier, de vous désensibiliser de ce qui était
les prix et les volumes sur les médicaments, et aller vers quelque chose qui valorise davantage vos interventions et vos missions de professionnels de santé. Donc ça, je pense que c'est important, ça a du sens, et ça a y compris du sens pour les nouvelles générations, qui sont par ailleurs évidemment un élément clé pour votre métier, l'attractivité de vos officines. Je pense que c'était stratégiquement important d'entendre cette aspiration de pleinement reconnaître les missions de santé publique et les missions de professionnels de santé. Bon, et puis deuxièmement, un impact économique instantané, puisqu'on voit bien qu'on a cassé, grâce à cette évolution, grâce à cette désensibilisation, la spirale des baisses, et puis aussi à la faveur d'un investissement inédit de l'assurance maladie, parce que dans tous nos accords jusqu'à présent, jamais l'assurance maladie n'avait réellement investi directement. Les choses s'étaient faites sur le générique et sur les remises, mais pas sur de l'investissement direct. Voilà. Et donc, ce qui d'ailleurs n'avait pas été le cas, sauf les 50 millions sur les ordonnances complexes de la réforme précédente. Là, on va être autour de 450 millions d'euros, 450 hein, qui auront été investis, même si on a bougé, pardon, le dernier curseur, donc il y a effectivement 70 millions d'euros moins liés à notre ajustement de l'avant précédent. Mais en effet, c'est une évolution qui, vous avez raison, a du coup représenté un investissement un peu au-dessus de ce que nous avions prévu. Voilà, il ne fallait pas casser la dynamique. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir accepté à un moment donné de retrouver un équilibre, ce qui ça traduit toujours par plus d'investissement que prévu, mais un peu moins que ce que ça aurait été si on n'avait pas trouvé cet équilibre. C'était important, je crois, pour que vous portiez ça, l'USPO, ce qui n'est pas toujours simple en termes de signature, parce que c'était aussi une manière de démontrer la crédibilité du cadre conventionnel et de notre capacité à piloter des réformes un peu complexes, avec des forts enjeux économiques pour vous, mais aussi pour nous, sur plusieurs années, avec forcément des risques que les lignes bougent par rapport au modèle théorique, mais aussi une capacité des acteurs, à un moment donné, de manière loyale, avec une forme d'honnêteté réciproque, à faire le point, le bilan, et puis quand ça dérive trop d'un côté ou de l'autre, pouvoir trouver à un moment donné l'ajustement nécessaire. Voilà. Je pense que ça peut nous rendre, enfin, ça nous renforce notre capacité à inventer une suite, une fois que nous aurons fait le bilan de la période conventionnelle, c'est-à-dire, je pense, début de 2021, quand nous aurons achevé ce cycle de 3 ans. Donc là, dans l'actualité, bon, il y a le Ségur de la santé. Bon, on a vu que les compositions des différentes commissions nationales, etc., étaient un petit peu compliquées. On a eu le sentiment d'avoir été vraiment oublié, puisque le seul Conseil de l'ordre qui n'est pas représenté, bon, il y a les infirmiers et les médecins, il n'y a pas les pharmaciens. Je trouve ça un peu curieux au vu de l'investissement des pharmaciens. Bon, bien sûr, on a protesté. On a eu immédiatement des retours du cabinet en nous disant non, mais vous inquiétez pas, vous allez pouvoir contribuer, etc. Bon, mais c'est jamais très agréable d'être obligé de rappeler que les pharmaciens existent et qu'ils ont fait le boulot pendant la crise et que s'il y a dans le Ségur un bilan à tirer et voir comment on prépare l'avenir, on ne peut pas préparer les territoires sans les pharmaciens, on ne peut pas préparer la vie conventionnelle à travers les CPTS avec l'accord cadre interprofessionnel que l'on fait vivre ensemble sans les pharmaciens. On sait que le pilier des équipes de soins primaires, c'est médecins, pharmaciens, infirmiers. C'est ça le pilier. Et que bien évidemment, d'autres professionnels viennent dans le paquet quand voilà, les sages-femmes, les kinés, les dentistes, et puis l'hôpital, et les établissements, et le médico-social. Et que tout ça est complexe. Et on a vu que pendant cette période compliquée, les territoires où les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, existaient ou avaient commencé à être initiées, la relation immédiate entre les professionnels était améliorée. Le contact avec l'hôpital pour connaître la situation du territoire était quasi quotidienne et ça nous a permis de renforcer et de montrer que le partage d'informations, l'organisation des territoires avec les centres Covid, avec maintenant les dépistages, et puis voilà, organiser les sorties hospitalières, la surveillance des patients à domicile, les CPTS ont été facilitateurs
et des territoires où ça n'existait pas, c'était un petit peu plus compliqué. Et bon, les gens continuaient à travailler à l'ancienne, c'est-à-dire seuls, sans se parler, en étant isolés. Donc nous, on va bien sûr, au niveau de l'USPO, être très, comme toujours, hein, dans les propositions, vous savez, le premier slogan de l'USPO, c'était la, la boîte à idées. Hein, voilà, donc nous, on va continuer à faire des propositions malgré les conditions qui ne sont pas toujours très confortables, mais pour justement faire vivre ces territoires et la coordination, parce qu'on croit que c'est comme ça qu'on fera évoluer le système de santé et une meilleure prise en charge des patients qui sont sur ces territoires et qui sont parfois divers. Hein, parce que voilà, quand vous êtes en milieu rural, vous n'avez pas la même organisation que quand vous êtes au centre de Lyon et que vous avez des hôpitaux juste à côté. C'est pas du tout la même organisation avec des services d'urgence qui existent, d'autres qui sont un petit peu plus éloignés. Et puis la densité médicale, l'offre médicale qui n'est pas du tout homogène sur le territoire. Donc, comment vous voyez, vous, ce Ségur de la santé, puisque bien sûr, vous êtes en première ligne, et quels sont les sujets prioritaires qui pourraient en sortir? Bon, on voit bien dans le Ségur qu'il y a trois grandes questions en fait qui se dégagent. Il y a une question sur, je dirais, la question des rémunérations, de la valorisation des métiers, de la reconnaissance d'un certain nombre de professions et de professionnels. Alors la question, certainement, il est légitime de la poser globalement pour tous, mais enfin on voit bien que cette question elle est particulièrement aiguë pour certains qui sont plutôt des professionnels exerçant dans les établissements hospitaliers et certains établissements médico-sociaux, et d'ailleurs probablement plus encore pour certaines professions, notamment paramédicales. Et comme le président de la République l'a d'ailleurs dit lui-même, comme le Premier ministre l'a clairement exprimé à l'ouverture, bon voilà, il y a quelque chose qui probablement n'avait pas été convenablement pris en compte dans le plan hôpital de novembre dernier, qu'il s'agit maintenant de venir compléter et ajuster d'une certaine manière. Bon. Il y a un deuxième enjeu autour de la simplification, puisque quelque part ce qui a été assez frappant dans la crise, c'est que si le système de santé a à ce point bien réagi, c'est parce qu'à un moment donné, comme vous l'avez dit, aussi bien en ville que dans les établissements, les équipes, les professionnels ont pris quelque part l'initiative et ont démontré leur capacité dans la crise à trouver des réponses, des organisations, des manières de faire qui ont su voilà, être les bonnes et s'adapter à l'urgence. Donc ça fait réfléchir quand même sur la manière dont les choses fonctionnent au long cours. Bon, et je pense qu'il y a un vrai enjeu de se dire comment on peut capitaliser là-dessus et qu'est-ce que ça nous dit de la manière dont le système est entre guillemets administré, comment il s'équilibre de plein de manières. Et je pense que c'est un sujet très difficile, très complexe, et on voit bien qu'il y a des choses à tirer de la crise. Et c'est certainement vrai beaucoup pour l'hôpital public, mais je pense qu'il y a par définition, on le voit bien y compris dans la manière dont on a su accompagner en temps réel des innovations et des demandes, qu'il y a sûrement des choses à prendre et à tirer, y compris du côté de la ville. Et dans tout ce qu'on a mis en place de manière dérogatoire dans la crise, il y a plein de choses qui ont vocation à s'arrêter, mais il y a probablement d'autres choses qui ont vocation à peut-être perdurer. Il faudra en faire l'inventaire. Et puis, le troisième grand enjeu, c'est cette question de l'organisation des soins à l'échelle du système de santé globalement, pas uniquement l'hôpital, le médico-social et la ville, mais globalement. Et moi, je continue de penser très clairement que ce que nous avions posé au travers de l'organisation des soins dans les CPTS est le bon choix, c'est la bonne orientation stratégique. Nous l'avons, je pense, rendu possible dans le cadre d'un accord conventionnel interprofessionnel qu'on a signé il y a quasiment un an. Et le démarrage de cette affaire dans près de 500 territoires quand même montre bien que même s'il y a eu forcément pendant 2 mois et demi une
quelque part un arrêt des travaux, on avait, je pense, su poser le bon diagnostic et surtout créer les bonnes conditions pour que ces CPTS, elles partent de vous, elles s'adaptent à la réalité des territoires, elle est quelque part une modulation, une modularité en fonction des territoires, et qu'elle accepte de comprendre que vous ne pourriez pas tout faire d'un coup et qu'il fallait vous donner le temps de construire progressivement une démarche et d'embarquer petit à petit l'ensemble des professionnels, mais sans, et ça c'est probablement quelque chose qu'il faudra qu'on se redise dans le Ségur, sans évidemment que les CPTS soient des structures qui viendraient recloisonner quelque part la ville d'un côté et le sanitaire et le médico-social de l'autre. On voit bien que la CPTS, c'est fondamental pour que la ville puisse se structurer, mais dans l'idée de faire le lien avec l'ensemble des acteurs. Voilà. Donc moi, je suis en tout cas très convaincu que le Ségur n'a pas, à mon sens, vocation à je dirais, réinventer autre chose. Je pense que nous avons trouvé la bonne forme. Il y a un enjeu quand même maintenant d'accélération. Essayer de se dire au moins que le temps qu'on a perdu pendant 2-3 mois, il faut vite le reprendre. Je partage l'idée en effet que la crise du Covid, elle a certainement, y compris d'ailleurs, validé le fait que se parler, se connaître, travailler ensemble, c'est certainement voilà, une condition clé de bonne prise en charge et de bon fonctionnement du système de santé. Donc je pense que ça vient plutôt valider le modèle. Mais il va y avoir quand même un enjeu, je pense, de se dire on reprend la dynamique telle qu'on l'a laissée, et puis on essaie de voir comment on peut essayer de l'accélérer, mais sans la brusquer non plus, parce que si on repart dans une logique où on viendrait contraindre les acteurs à absolument faire une CPTS avant telle date, il y a toujours le risque qu'on vienne quelque part perdre le fil de ce qui était l'esprit, qui est que ça part des acteurs. Et donc, il y a une alchimie à faire naître dans les territoires qui ne peut pas être imposée d'en haut. Voilà. Et donc, là aussi, il faut trouver cet équilibre entre respecter ça et puis, évidemment, se dire que notre système de santé, il fonctionnera beaucoup mieux dès lors qu'on aura su déployer ce type d'organisation le plus vite possible. Voilà. Donc, moi, sur cette partie-là, qui est la partie qui, je pense, vous concerne le plus, c'est le pilier territoire du Ségur. Moi, je suis convaincu qu'il faut qu'on le réaborde en voyant comment, voilà, comme je le disais, on renoue le fil et on essaie d'aller vite, mais pas dans l'idée qu'on va réinventer autre chose, parce que ce serait, à mon avis, une erreur. Partage. Je pense qu'il y a, dans l'alchimie, les CPTS qui ont démarré sont certainement les meilleurs avocats pour entraîner d'autres secteurs qui n'ont pas encore su comment s'y prendre, comment communiquer, comment commencer à aborder. Je ne sais pas l'effet d'entraînement qui est en train de se faire. Toujours pareil, hein, il y a les leaders et les militants, et puis après, il y a ceux qui voilà, profitent de l'expérience des autres pour attaquer leur territoire. Il y a deux éléments clés qui sont majeurs pour que effectivement cet effet de contagion fonctionne. C'est que ceux qui effectivement auront été les premiers à s'engager dans ces démarches puissent quelque part témoigner de ce que ils ont une vraie liberté dans la définition de leur projet de santé. C'est quelque chose qui est parti d'eux. Voilà, parce que nous, on a vraiment tenu à ce que le cadre conventionnel finalement cadre un minimum de choses. C'est qu'en gros, c'est quoi les 3-4 grandes missions, les grands sujets qu'une CPTS doit prendre en charge, mais la manière de le faire, la réponse précise qu'on apporte dans un territoire donné à la question de l'accès aux soins, des parcours patients, ça doit s'adapter, ça doit naître et venir des professionnels de santé. Et puis le deuxième point essentiel, c'est d'apporter la démonstration par l'exemple et par l'expérience que c'est utile. Parce qu'on ne fait pas des CPTS pour créer des organisations pour l'organisation. C'est que ça doit amener par ce que fait la CPTS, qu'elle peut délivrer comme service en direction des patients et des professionnels de santé du territoire, une forme de vraie valeur ajoutée dans les exercices professionnels. Et donc, il faut être concret dans une CPTS. C'est comme ça, quelque part, qu'on crée la bonne dynamique et qu'ensuite, on peut derrière se dire que la première année, on commence par faire quelque chose, la deuxième année, on va plus loin et on élargit progressivement
les rôles, entre guillemets, les missions et la capacité à faire de ces collectifs professionnels qui travaillent ensemble. Et vous savez, déjà, le fait de, au-delà de ça, de se connaître, d'échanger ensemble, c'est un élément complètement précieux. Un des éléments majeurs de la crise, et quelque part qui rejoint ce que les CPTS amènent, c'est de faire en sorte qu'on sorte les uns et les autres, que vous puissiez apprendre à vous connaître et à travailler ensemble. Parce que ce qui est très frappant, en fait, c'est que à quel point, malgré tout, quoi qu'on pense, on ne se connaît pas dans les territoires. Entre professionnels de ville, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Et puis je ne parle même pas quand il s'agit de discuter avec le médico-social ou les hôpitaux. Bien sûr qu'il y a plein dont on se connaît un peu, mais on ne se connaît en réalité pas. Voilà. Et donc déjà, amener ça, c'est ce que la crise a fait. Moi, vous savez, j'étais... quand vous avez le ressenti, le retour d'expérience dans les établissements, c'est déjà ça. Ils ont travaillé ensemble. Il y a eu de la solidarité entre les équipes, et y compris entre des équipes qui ne se connaissaient pas toutes au sein d'un même hôpital. Et voilà, c'est ça qu'il faut réussir à conserver. Et dans les axes, bon, nous, CPTS, on est bien sûr très participatif à l'accord et à la vie conventionnelle, puisque c'est aussi porté par la vie conventionnelle, hein, des CPTS, c'est important, hein, la cohérence dans le territoire, enfin, dans l'ensemble des territoires. Il y a aussi le champ de la prévention et du dépistage, où là aussi, il faut qu'on aille un petit peu plus vite. Vous savez que sur le dépistage, on a ce débat sur les TROD avec le Covid, bien évidemment, mais dans une stratégie de santé publique, hein, pas dans une stratégie uniquement de curiosité. C'est-à-dire à un moment, voilà, comme le TROD angine, le TROD Covid, comment on l'intègre pour faciliter l'accès, mais avec une vraie stratégie santé publique. Sur le dépistage, vous savez que le dépistage du cancer colorectal, c'est un sujet aussi que l'USPO porte depuis très longtemps, hein, où on sait que quand on fait l'expérience avec les pharmaciens, on améliore tout simplement le nombre de personnes qui viennent se dépister. Mais comme on l'a fait pour la grippe, dès que les pharmaciens vaccinent, on voit que le nombre de vaccins dispensés augmente. Et si on veut avoir une stratégie de prévention et de dépistage, voilà, ce sont des axes qu'il faut ouvrir à des professionnels, mais et dans des conditions bien définies, pour qu'on joue la complémentarité entre les acteurs. On ne peut pas concentrer la prévention et le dépistage sur un acteur qui est déjà parfois en difficulté pour pouvoir accueillir de nouveaux patients. Et d'ailleurs, un élément dans le Covid, on a relayé, on a vu que vous profitiez du dépistage de patients contact, s'ils n'ont pas de médecin traitant, de pouvoir aider ces patients avec un numéro vert à essayer de trouver des médecins traitants, parce qu'on sait que c'est une vraie difficulté d'organisation du système de soins, puisque le médecin traitant a une position très importante, hein, pour l'organisation. S'il n'y a pas de médecin traitant, ça devient très compliqué pour faire de la coordination, hein. Ça devient extrêmement difficile. Et puis, un point qu'il faut arriver à régler, c'est l'organisation de la sortie hospitalière, qui aujourd'hui n'est pas organisée. Des patients sortent de l'hôpital sans que l'infirmier, sans que le pharmacien, sans que le médecin soit averti dans des délais qui lui permettent de s'organiser. Il ne suffit pas de dire je mets la lettre, je donne la lettre au patient qui sort, mais si l'infirmier doit organiser sa tournée, que le pharmacien doit trouver les médicaments et le matériel médical, il faut qu'il le fasse avant que le patient sorte, pas une fois qu'il est sorti. Écoutez, tout ça et juste d'ailleurs, quand vous parlez de l'accès aux médecins, à défaut d'avoir un médecin traitant, comme des sorties d'hospitalisation, vous avez fait écho chaque fois, en fait, soit explicitement, soit sans le dire, à des dispositifs que l'assurance maladie a mis en place pour les sorties d'hospitalisation, c'est Prado, et puis va mettre là en place, ou a mis en place dans le cadre de la crise, c'est-à-dire un numéro, effectivement, pour permettre que un patient qui a des symptômes d'un possible Covid-19, ou qui ensuite a un test positif quand il est cas contact, soit bien pris en charge par un médecin. Bon.
Mais dans l'un et l'autre cas, moi je considère que c'est pas l'assurance maladie de faire dans un système de santé bien organisé. Je pense que c'est aux professionnels de gérer ça. Et c'est pas pour rien du coup que les CPTS ont parmi leurs grandes missions socle, outre la prévention dont vous avez parlé, celle de l'accès aux soins et du parcours patient. L'accès aux soins, c'est notamment trouver un médecin. Euh, alors ça peut renvoyer ensuite à accéder à des soins dans une dimension de partage des compétences et des rôles des uns et des autres pour pouvoir justement apporter des réponses intelligentes à cette tension sur la ressource médicale. Donc ça renvoie à des sujets bien connus par vous, mais tout simplement trouver un médecin traitant, accéder à une consultation non programmée, gérer une forme d'urgence dans une situation particulière, c'est au cœur de la mission de la CPTS, de même que la sortie d'hospitalisation, c'est un des moments clés de risque de rupture dans une bonne prise en charge. Et donc c'est pour ça que cette CPTS, elle doit être absolument concrète. Elle doit être concrète au sens où elle doit, à un moment donné, armer une capacité à avoir un suivi patient en sortie d'hospitalisation qui fasse que le relais se fasse dans les meilleures conditions en anticipant la sortie d'hospitalisation et en faisant en sorte que le lien se fasse avec les acteurs qui vont assurer la prise en charge en ville. Et encore une fois, ça n'est qu'un des exemples une des dimensions de la notion de parcours. Et donc les CPTS, elles ont des budgets, et quelque part, on sera ravis de les faire monter, ces budgets, pour pouvoir amener un élément organisationnel avec des hommes et des femmes qui font des outils informatiques, des systèmes d'information, parce que ça ne s'invente pas. Hein, nous, quand on fait Prado, on a du monde qui, à un moment donné, est à l'hôpital, des conseillers d'assurance maladie, qui sont en contact avec le patient, l'équipe soignante, et qui essaient de faire ensuite le lien avec les acteurs du premier recours. Donc ce sont il faut des moyens pour faire ça. Il faut recruter, il faut des équipes, il faut des protocoles, il faut des outils informatiques. Bon, et CPTS doit faire ça. Ok, écoutez, Bénédicte, est-ce que vous avez pu voir quel type de questions au cours de ce débat ont été, je dirais, sur les différents thèmes? Qu'est-ce que vous avez comme questions? Pas trop prendre le temps, monsieur le directeur, c'est déjà 11h20, c'était hyper intéressant. J'espère que, voilà, on voit que les pharmaciens sont fidèles et sont restés devant le webinaire. Quelles questions, Bénédicte? Alors, juste quelques questions sur les masques. Très rapidement, on voit que, alors, autant certains ont eu des difficultés d'approvisionnement, parce qu'ils demandent comment pouvoir s'approvisionner en masques, autant d'autres disent qu'ils ont trop de masques. Et donc, c'est une question, est-ce qu'on peut facturer tout d'un coup? Est-ce que je peux donner un mois de masques à des patients, par exemple? Alors, il faut distinguer. Allez-y, Gilles. Monsieur Bonnefond, allez-y. Parce que je pense que dans les questions qui sont posées, il y a deux éléments. C'est ce que vous aviez dit d'ailleurs, monsieur le directeur. Il y a à la fois les masques État et à la fois les masques qui sont achetés pour pouvoir aller dans le public. Donc, sur les masques État, on a effectivement des difficultés à la fois d'approvisionnement et de mauvaise répartition des stocks. Il y a certains pharmaciens qui ont eu trop de stocks parce que leur environnement médical était pauvre, parce que certains n'avaient pas repris leur activité ou ont repris leur activité tardivement. Et donc, le calibrage n'était pas bon. C'est pour ça qu'on doit passer de flux poussés, comme c'est le cas aujourd'hui, à flux tiré, c'est-à-dire en fonction de la demande du pharmacien qui demandera au grossiste juste ses besoins. Donc ça devait être rentré en vigueur le 8 juin. Bon, on a une réunion mardi matin avec la cellule de crise. Les grossistes veulent reporter encore de 10 jours le passage en flux poussé. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. On va essayer en tout cas d'optimiser au maximum, sachant que cette semaine, malheureusement, on a eu pratiquement 4-5 jours de retard dans l'approvisionnement des stocks État. Pour les stocks qui sont destinés à la vente, qui ne sont pas dans le cadre du stock État, là, effectivement, il y a encore des difficultés d'approvisionnement. Alors, elles sont de plusieurs ordres. Hein. D'abord, les prix très élevés. Parfois, la qualité des masques pas forcément conforme à ce qui est attendu. Hein. On ne peut pas dire avoir un masque chirurgical
et ensuite s'apercevoir que c'est un équipement de protection individuelle. C'est pas la même chose. Alors on dit type chirurgical, oui, mais quand on a des patients qui vous demandent le masque chirurgical, bon, il faut l'appeler jetable, mais c'est pas forcément. Il y en a un qui filtre dans un sens, l'autre qui filtre dans l'autre. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Et après, je laisse répondre, monsieur peut-être le directeur, sur la facturation qui est cadencée aujourd'hui, qui est à la semaine pour les professionnels, pour éviter des phénomènes de stockage, à 14 jours pour les patients Covid et les patients contact Covid. En fait, on a, dans l'absolu, on souhaite évidemment qu'on puisse caler les dispensations sur les bons rythmes. Donc pour les patients Covid et cas contact, c'est la quatorzaine. Pour le patient à risque, entre guillemets, vulnérable au Covid et qui donc sera éligible à la dispensation sur prescription de masques, il faut tendre vers le mois. Et puis pour les professionnels de santé, donc on reste dans une distribution sur prise en charge par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, on est à la semaine, et donc du coup, d'où l'honoraire de 1 €. Ensuite, évidemment, je pense que c'est rationnel, dès que les quantités le permettront, de pouvoir passer sur un rythme qui, à minima, soit la quinzaine, et si possible, bascule sur davantage. Et donc, du coup, avec moins de déplacements en officine pour pouvoir se réapprovisionner. Voilà. Donc, du coup, là, vous le savez, on n'est pas, voilà, on est sur 1 € la semaine. Après, l'honoraire passe à 2 € par quinzaine ou mensuel. Voilà, c'est ça dont nous sommes convenus. Bon, voilà, j'espère que la fluidité du circuit d'approvisionnement permettra d'y arriver le plus rapidement possible. Oui. J'ai une dernière question sur les masques. Beaucoup de confrères s'inquiètent de la quantité de stock qu'ils ont de masques, lavables notamment. Pour les rassurer, avons-nous une idée du délai de nombre de mois pendant lequel son port sera recommandé, voire obligatoire? J'adorerais savoir peut-être la réponse à cette question, puisqu'elle renvoie évidemment à l'inconnu de ce qu'est la suite de cette crise. Donc voilà, malheureusement, je suis incapable de vous répondre. Voilà. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je ne crois pas que le dispositif sera levé à brève échéance. Je pense que celles et ceux parmi vous qui ont, entre guillemets, des quantités importantes en stock peuvent se dire que voilà, le dispositif de protection des personnes, entre guillemets, à risque, ou bien des personnes vulnérables, précaires, à travers de la C2S qui sera évidemment prolongé un temps certain. Voilà, je pense que tant qu'on ne sait pas ce que sera l'éventuel rebond d'une épidémie à la faveur de l'automne et du retour des virus que nous connaissons avec la grippe, etc., je pense que le dispositif de protection restera, à mon sens, en place. Voilà. Mais les stocks dont vous parlez, je comprends que ce sont des stocks propres. Donc, quelque part, ce n'est pas des stocks État sur lesquels nous avons une politique. Donc, du coup, ça va renvoyer quand même aux souhaits des uns et des autres, particuliers, patients, publics, de se fournir en équipement de protection. Et ça, pour le coup, on voit bien, je pense, qu'il y a déjà une petite modification dans les comportements. Je suis frappé de voir que par rapport à ce qu'on observait autour de nous il y a 8-15 jours, on a déjà un petit peu moins de personnes qui portent le masque à l'heure où on se parle. Et c'est vrai que moi, ce que je crois, c'est que on se moquait un petit peu des Chinois, des Coréens, des Japonais qui portaient les masques en permanence. Voilà, ça faisait partie des images que l'on voyait régulièrement. Je pense qu'en période d'épidémie, même en dehors du Covid, épidémie grippale, etc., je pense que le masque sera plus porté qu'auparavant, où c'était vraiment l'exception en France, à la fois dans les transports en commun et également en période d'épidémie.
Donc, c'est vrai que les pharmaciens sont un petit peu embêtés parce qu'ils ont eu du mal à avoir ces masques, notamment ces masques jetables, parfois obligés d'en commander beaucoup pour avoir des conditions correctes, sinon ils n'étaient pas approvisionnés, et ils voient que les écoulements ne sont pas aussi rapides que ceux qu'ils pouvaient l'imaginer, mais on va être je dirais, dans la durée, et certainement qu'à l'automne, avec l'arrivée de la grippe, il y aura aussi des ports de masques qui se feront beaucoup plus régulièrement. Mais il ne faut pas se stocker, il ne faut pas en acheter trop. Il ne faut pas prendre Oui, de il ne faut risques. pas en acheter trop. Et après, il ne faut pas non plus, effectivement, vous prenez un excellent exemple, hein, ce sont les déplacements en milieu confiné, enfin, que ce soit les transports en commun dans les grandes villes, les trains, les avions. On voit bien qu'on va vers une reprise de ces mobilités. Y compris, je pense que dans les prochains temps, si l'épidémie baisse, il ne serait pas surprenant que, je dirais, on puisse avoir des occupations normales des rames de TGV ou des avions. C'est d'ailleurs une condition sine qua non d'équilibre économique de ces entreprises, mais avec un port du masque qui va être, à mon avis, durablement obligatoire. Tant qu'encore une fois, on n'est pas complètement sorti de la crise, et ça nous renvoie plutôt à la fin de l'année, début de l'année prochaine, je pense qu'il y aura des ports de masque qui seront pas obligatoires dans l'espace public. Ça, je ne crois pas. Mais dans tous les modes de transport que j'ai indiqués, ce sera le cas. Très bien. Ah, une dernière. Alors, mais Bénédicte, elle nous fait toujours la dernière question. Alors, est-ce qu'elle fait la dernière question? D'accord. Si vous voulez, hein, je peux vous en poser. J'ai une question peut-être sur la dématérialisation des ordonnances et la position, quelle est la position de la CNAM pour la période après la crise? Est-ce que les patients devront à nouveau nous fournir des originaux? Voilà, encore une fois, ça fait partie des éléments sur lesquels il faut qu'on se pose nous-mêmes. Vous voyez, il y a plein de questions sur la crise, la manière dont on l'a gérée. Il faut qu'on regarde qu'est-ce qu'on conserve, qu'est-ce qu'on comme exception, assouplissement, et qu'est-ce qu'on rétablit comme règles anciennes. Vous savez, nous, l'assurance maladie, on est toujours entre guillemets pris entre guillemets entre deux volontés, celle de faire que les choses soient les plus simples pour les patients et pour les professionnels de santé. Donc ça va vers, voilà, dans le sens quelque part de ce qui était l'attendu de la question que vous m'avez posée. Et puis, je vous le rappelle à tous, mais comme vous savez que c'est 200 milliards d'euros et un peu plus maintenant qui sont entre guillemets gérés pour le compte, puisque c'est de l'argent public de toutes celles et ceux qui payent des cotisations et de la TVA et que sais-je encore, on a des obligations évidemment de pouvoir fiabiliser ce que nous versons. Tout ceci sous le contrôle quand même très attentif de la Cour des comptes qui certifie les comptes de la sécurité sociale et qui a des équipes qui sont en permanence présentes dans nos murs et dans nos organismes locaux pour voir comment nous travaillons. Donc cette recherche du juste équilibre entre le souci de simplicité, de simplification, de ne pas embêter les gens, mais aussi de pouvoir fiabiliser ce qu'on verse, c'est toujours un exercice délicat. Donc là, ce travail que j'indiquais sur quel retour d'expérience on fait de ce que nous avons permis comme assouplissement, on va le faire entre nous, on va le faire avec la Cour des comptes, hein, pour être très clair, parce que moi, je ne peux pas me permettre à un moment donné de dire, écoutez, je vais faire différemment pour ensuite me prendre une réserve sur la certification des comptes de l'assurance maladie, et si on peut essayer de faire des choses intelligentes, en tout cas mieux adaptées, on le fera. Bénédicte, je pense que la principale question, c'était par rapport à la télémédecine. Oui, c'est ça, c'était la télémédecine, c'était le passage d'ordonnances sur des systèmes type WhatsApp qui n'étaient pas des messageries sécurisées. On a le chantier qui est en cours de la prescription électronique médicale, qui est sur la dématérialisation. Oui, d'accord. Voilà. Mais le souci qu'on a eu à plusieurs reprises, c'est un patient qui arrive avec une ordonnance sur son smartphone et en présentant l'ordonnance comme ça, en disant voilà ce que m'a prescrit le médecin. Donc, il n'y a même pas un support sécurisé. Honnêtement, on a pour le coup là, ce sujet-là, pardon, effectivement, j'ai fait une remarque assez générale.
Moi, j'ai eu quand même quelques alertes au cours des dernières semaines sur de la falsification d'ordonnances. Hein. Apparemment, quand c'est je ne sais pas sous quelle forme exactement, si c'est une photo avec une signature, c'est une chose, mais après, je ne sais pas sur quelle modalité exacte de transmission. Enfin, j'ai eu quelques alertes quand même sur des possibilités, visiblement, qui ne sont pas que des théories d'ordonnances qui ne sont pas totalement fiabilisées. Bon, donc voilà, on va regarder les choses dans. Allez-y. D'accord. C'est 11h30 passé. Je voulais vous remercier, monsieur le directeur, pour le temps passé, pour un dimanche matin, ce qui est jamais simple quand on est en famille. Donc merci de cet échange extrêmement riche, qui permet à la fois de voir ce qui s'est passé sur le Covid et de commencer à dessiner la suite avec une actualité qui va être intense, à la fois le Ségur qui va être très rapide, hein, puisque les conclusions c'est pour début juillet, et un PLFSS à partir du mois de septembre-octobre qui va aussi mettre en musique bien cette transformation du système de santé et pas que de l'hôpital, mais également de la ville. Merci à vous. Merci à vous. Non, mais simplement pour vous remercier. Je pense que cette initiative que vous avez prise de faire des webinaires toutes les semaines, je pense que c'est des choses probablement d'ailleurs que vous verrez, vous conserverez d'une manière ou d'une autre, même si peut-être le rythme hebdomadaire est très intense. Comme je le disais, le fait d'avoir mis en place des modes de dialogue et de communication comme ça, c'est, je crois, assez précieux. Donc moi, je vous remercie une fois de plus de l'opportunité que vous m'avez donnée de pouvoir m'adresser à quelques centaines de vos confrères aujourd'hui. Et puis ils vont continuer à le voir en replay. Je vous souhaite un bon week-end, monsieur le directeur. Merci beaucoup, vous aussi, monsieur le président. Et à très bientôt pour les futures discussions hebdomadaires que l'on a régulièrement, puisque l'actualité continue à être riche. Merci Absolument. Pierre, merci. Bon dimanche à tous. Et bon dimanche. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.